Notre prochain panéliste, Daniel Legault. La consorte Daniel Legault a travaillé comme préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD public. Ça l'a amené à s'intéresser aux syndicats et à débuter sa carrière syndicale comme déléguée dans cet établissement. Et puis, elle est devenue membre du comité exécutif local et a agi à titre de formatrice pour le SQES 298. Elle s'est impliquée dans la structure de son syndicat comme membre du Conseil général en 89 et a été élue présidente de cette division en 93. En 95, la conseillère Legault a été élue secrétaire correspondante du SQES 298. La conseillère Legault a agi à titre de responsable politique dans différents comités, soit le comité proposé aux bénéficiaires, le comité des infirmières auxiliaires et le comité des jeunes. Elle est responsable de la politique pour le comité conditions de vie et de travail des femmes, le comité interculturel ainsi que le réseau des personnes déléguées sociales. La conseillère Legault représente son syndicat au comité conditions de vie et de travail des femmes de la FTQ et représente l'UEIS Canada à l'international des services publics. Elle est également membre du comité exécutif de la mutuelle de formation des résidences privées pour aînés, Formaret, est très impliquée dans le domaine des résidences privées au Québec ainsi qu'au niveau de l'économie sociale. La consoeur Legault fut la première vice-présidente internationale à l'UEIS pour le Québec et est responsable du service de recrutement depuis 2006. On l'accueille. Chers amis délégués, consoeurs, confrères, alors je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je remercie entre autres ma consoeur et amie Louisette Hinton qui a pensé à moi à venir et qui m'a demandé de venir vous adresser la parole pour vous parler un petit peu de la situation des soins à domicile au Québec. Alors, je suis très heureuse et ça me fait énormément plaisir de venir partager avec vous ce qui se passe de la situation du Québec. Alors, je vais vous donner un petit peu des données démographiques pour commencer, pour un peu situer ce qui se passe. Alors, de 1986 à 2007, la population du Québec est passée de 6,7 millions à 7,7 millions de personnes. Alors, au cours de la même période, la population âgée de 65 ans et plus est passée de 658 000 à 1,1 million, soit une augmentation de 68 %. Selon l'Institut de statistique du Québec, si la tendance se maintient, en 30 ans, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans l'ensemble de la population aura doublé. Alors, le Québec a une population plus âgée que celle de l'ensemble du pays. Ça, c'est les statistiques qui ont sorti en juillet dernier. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus se situe à 15,7 %. Pour la première fois, la population âgée de 65 ans et plus, dont 1 253 000, dépasse celle des moins de 15 ans, qui est de 1 241 000 personnes dans la province. Alors, l'état de santé de nos personnes âgées, comment ça se passe? Alors, on sait que maintenant, les personnes vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'espérance de vie des femmes a passé de 79,7 ans de 85 à 87 à 82,9 ans en 2006. Et chez les hommes, elle est passée de 72 ans à 78 ans. Alors, on vit plus longtemps en meilleure santé, heureusement. Alors, on le sait par contre, c'est que les déficiences et les problèmes de santé chroniques augmentent avec l'âge et entraînent des incapacités et des pertes d'autonomie fonctionnelle. Seulement 30 % des personnes de plus de 65 ans et plus nécessitent des soins liés à des incapacités modérées ou graves. Alors, par contre, à partir de 65 ans, la proportion augmente à plus de 40 % et atteint même 70 % pour les personnes âgées de 85 ans et plus. C'est quoi les besoins en longue durée au Québec? Alors, l'augmentation du nombre de personnes âgées, évidemment, entraîne une plus grande demande pour l'hébergement de soins de longue durée. Alors, selon l'Institut national de santé publique, si on tient compte uniquement du vieillissement de la population, le nombre de personnes ayant des besoins de soins de longue durée devrait doubler au Québec d'ici 2031. Dans certaines régions, le nombre devrait même tripler. Pourtant, ces chiffres
Puis ça, on le sait, on parle avec le gouvernement, ça fait déjà 10, 15, 20 ans, n'a pas empêché notre cher gouvernement, nos chers gouvernements, parce que ça se fait depuis déjà quelques années, un gouvernement après l'autre, de fermer des lits, des milliers de lits, dans les établissements publics de soins de longue durée. À l'heure actuelle, 7200 personnes sont en attente d'une place en CHSLD dans toutes les régions du Québec. CHSLD, c'est Centre d'hébergement de soins de longue durée. Je m'excuse, on utilise beaucoup les acronymes, c'est quelque chose avec lequel on est habitué et on oublie que des fois, pas tout le monde connaît c'est quoi les acronymes. Alors, ces fermetures de lits, alors que la demande augmente, ont mis une pression énorme sur les réseaux alternatifs, évidemment, comme les résidences privées et les ressources intermédiaires. Pourtant, au moment de prendre les décisions, rien ne permettait de croire que ces infrastructures étaient prêtes à recevoir les personnes âgées, autant du point de vue de la disponibilité des places que de la main-d'œuvre, que de la qualité des soins. En janvier 2011, l'Institut de recherche en politique publique rendait publique une étude qui établissait que les établissements à but lucratif sont plus susceptibles de fournir des soins de moindre qualité. Bon, ça ne signifie pas évidemment que tous les résidences pour personnes âgées privées fournissent des mauvais soins. Sauf qu'évidemment, étant un établissement privé, on veut faire des profits. Alors, ce qui arrive, évidemment, c'est qu'on coupe sur la qualité des soins, moins de personnel, l'alimentation moins bien, etc. Alors, c'est une façon de voir à faire encore beaucoup plus de profit. Alors, excusez-moi. It's okay, I have, thank you. Excusez-moi. Alors, l'hébergement des personnes âgées est dans une phase d'expansion extraordinaire au Québec. Des complexes privés ouvrent leurs portes et qui offrent une gamme de services qui part de l'hébergement en appartement, en semi-autonome. Quand on est en perte légère d'autonomie, on peut avoir des services de cafétéria. Ensuite, on passe à la phase où on a besoin d'un peu plus de services et ça finit avec le CHSLD. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant, dont des noms comme Chartwell, qui rouvrent des résidences privées. C'est leur façon de fonctionner. Pour s'assurer de garder leur clientèle, on offre les appartements et on offre jusqu'au service de CHSLD des soins de longue durée. C'est voilà bien la preuve que le désengagement de l'État. Ces personnes doivent se résoudre à payer le gros prix pour des services spécialisés qui devraient autrement être pris en charge par l'État. Évidemment, l'État coupe des lits en CHSLD, le privé prend la relève, mais évidemment, au privé, ça coûte beaucoup plus cher, donc les personnes plus démunies n'ont pas accès à tous ces services qui peuvent être offerts par le secteur privé. Que veulent vraiment nos aînés au Québec et partout au Canada, parce que je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde? C'est évidemment, c'est le premier choix des personnes âgées et de rester dans leur maison le plus longtemps possible. Même avec ça, je sais que le gouvernement, il y a quelques années, avait pris la voie d'améliorer les soins à domicile pour qu'effectivement les personnes âgées puissent demeurer le plus longtemps dans leur maison possible. Malheureusement, comme on dit chez nous en bon québécois, les babines, les souliers ne suivent pas les babines. Parce que le gouvernement parle, veut offrir des meilleurs soins, mais n'a jamais offert le financement et le soutien économique nécessaire pour que tout ça puisse se réaliser. Il y a maintenant près de 8000 personnes sur une liste d'attente pour avoir des soins à domicile. Alors, on dit que la population de 65 ans et plus augmente, mais on a encore des personnes qui sont sur des listes d'attente qui attendent pour avoir des soins à domicile. Ça, on ne parle même pas d'hébergement. Le gouvernement du Québec, il se vante d'avoir haussé les budgets pour les soins à domicile à 534 millions de dollars par année. Et dans les prochaines années, il dit qu'il va augmenter les budgets de 200 millions pour offrir des services à 1500 personnes supplémentaires. Mais évidemment,
on attend toujours ces sous-là. Toutefois, la protectrice du citoyen a confirmé dans son dernier rapport que les sommes supplémentaires en soins à domicile sont souvent réorientées à des fins de compression budgétaire ou encore pour éponger des déficits dans d'autres services. Donc, on ne réussit pas à offrir les soins qui sont nécessaires. Les soins à domicile au Québec sont fournis par les instances publiques en principe ou des entreprises d'économie sociale. Les centres de santé et services sociaux, ce qu'on appelle les CSSS, ont des centres de santé et des services communautaires, les CLSC, et ça, c'est public. Les CLSC est l'instance qui doit offrir les soins à domicile aux personnes en perte d'autonomie. Les personnes qui nécessitent les soins de courte durée, soit des suivis d'hospitalisation, la réadaptation ou les soins palliatifs, reçoivent ces soins-là directement par le secteur public. Dans la majorité des cas, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les CLSC ne fournissent plus à la demande. Il y a une demande énorme d'aide à domicile, soit de l'aide domestique, faire du ménage, faire la supervision, et les CLSC n'offrent plus ces services-là, étant donné qu'il y a une demande trop énorme pour avoir des soins là, de courte durée immédiats. Donc, et de plus en plus, même pour les gens qui ont besoin d'avoir des soins d'hygiène personnelle, les CLSC n'arrivent plus à fournir le personnel nécessaire pour offrir ces soins-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a affaire, on a recours aux entreprises d'économie sociale qui sont du secteur privé, qui sont en partie financées aussi par l'État pour pouvoir pallier à ces manques de services là, pour la population. Les personnes âgées doivent débourser des sommes, évidemment, pour bénéficier des services de ces entreprises-là, entre autres. Les programmes d'exonération financière pour les services d'aide domestique, nous, ce qu'on appelle les PEPSA, si jamais vous entendez ça, c'est un programme d'exonération financière, vient en partie financer les services. Donc, on peut donner jusqu'à 4 de l'heure pour les services d'aide à domicile, l'aide domestique, donc le ménage, supervision, lavage, les courses, etc. Et ça, c'est des prix, oui, il y a des prix fixes, mais c'est toujours en rapport avec les moyens financiers des personnes. Alors, les personnes âgées, elles, les plus vulnérables, qui reçoivent des prestations publiques, soit pension de vieillesse et supplément de revenus garantis, n'ont pas toujours les moyens de continuer à s'offrir ces services. Évidemment, on reçoit des petites pensions de vieillesse, donc on n'a pas les moyens de se payer des services extérieurs qui ne sont plus fournis par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui arrive quand les services sont plus offerts? Bien, les personnes doivent recourir à l'hébergement. Malgré que la philosophie du gouvernement, c'est de tenter de maintenir les aînés dans leur domicile le plus longtemps possible. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça a un autre effet un peu pervers, c'est que les personnes qui sont plus capables d'avoir de l'aide vont à l'hôpital. On ne peut pas les renvoyer à la maison parce qu'elles n'ont pas les services qu'elles ont besoin et l'aide qu'elles ont besoin. Donc, on leur donne un lit et c'est ce qui fait qu'il y a des engorgements dans les urgences parce qu'il y a des personnes qui devraient être à la maison ou dans des résidences ou un CHSLD public pour recevoir certains soins. Mais étant donné que le gouvernement a coupé tous ces services-là, les personnes sont dans les hôpitaux et occupent des lits de courte durée qui pourraient profiter aux gens qui sont à l'urgence et qui attendent de recevoir eux aussi des soins médicaux. Alors, le sous-financement du PEPSAL, les services d'aide à domicile pour les entreprises d'économie sociale, maintient également les entreprises dans des situations précaires. Bon, le gouvernement a donné en 2010 un financement urgent, parce que là, tout le monde criait parce qu'il y avait un besoin énorme. Alors, on leur a donné 15 millions de dollars pour pouvoir continuer à offrir les services. Non. Elles demandaient 15 millions. Elles en ont reçu 3,5 millions. Et
en 2009, le gouvernement leur avait aussi promis un financement de 15 millions et ils avaient reçu 0. Alors, les entreprises d'économie sociale travaillent avec le même budget depuis presque 10 ans parce que même quand elles reçoivent du financement du gouvernement, ça vient juste pallier pour le coût de la vie qui fait en sorte que les produits, les services, tout ça augmente. Alors, le sous-financement chronique de ce secteur nuit d'abord aux personnes âgées, évidemment. Les entreprises ont de la difficulté à maintenir un service constant, alors que les services publics leur déversent toujours plus de demandes. Les listes d'attente continuent et continuent de s'allonger. Il faut aussi que je vous parle des travailleuses et des travailleurs dans ce secteur-là, secteur de l'aide à domicile, qui sont également grandement négligées. Elles sont ni plus ni moins que de la main-d'œuvre bon marché du gouvernement, parce qu'on arrête de financer l'État, on n'embauche plus de personnel, mais on a besoin de services, donc on achète des services dans le privé, et on sait évidemment que les services communautaires, les services aux personnes, c'est jamais reconnu comme un travail de première ligne. Donc, ces personnes-là reçoivent des salaires et des conditions de travail qui sont assez médiocres, étant donné que tout est basé sur le financement. Pas de financement du gouvernement, donc pas d'amélioration des conditions de travail. Alors, sauf que ce sont toutes et tous, presque, parce que bon, il n'y a personne de parfait, on ne peut pas avoir 100 sur 100 tout le temps, mais ces personnes-là, moi je peux vous le dire, je travaille avec elles régulièrement, on les rencontre, on discute, et leur première préoccupation, c'est le bien-être des personnes qui sont sous leur responsabilité. Elles donnent du 150%, font le maximum avec le petit peu qu'elles ont pour s'assurer que les personnes reçoivent le maximum des services auxquels elles ont droit de recevoir. Alors, c'est ainsi que l'État se désengage également des soins à domicile. Les CLSC accomplissent toujours moins de soins en comptant sur les entreprises d'économie sociale qui, elles, sont maintenues dans un sous-financement chronique. Alors, à l'Union internationale des employés de services local 298 au Québec, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a demandé tout récemment une rencontre avec la ministre déléguée aux services sociaux, la ministre Dominique Vien, pour qu'on puisse la rencontrer, pour pouvoir vraiment expliquer ce qui se passe dans les résidences privées, entre autres, mais surtout dans les services d'aide à domicile. C'est un secteur qui est, je vous le dis, sous-financé et il n'y a jamais personne qui veut nous écouter quand on parle de ça. C'est comme si, bon, ben écoute, le public ne le donne pas, puis le privé doit faire ce qu'il peut avec. Et c'est souvent la communauté qui se prend en main, parce qu'on appelle ça des entreprises d'économie sociale. Donc, c'est la communauté qui se décide de se prendre en main pour offrir à la population de leur quartier les services nécessaires. Sauf que c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut, et surtout quand on parle des statistiques que je vous ai parlé au début, où la population de 65 ans et plus va doubler d'ici quelques années, il est impératif que le ministère de la Santé et des Services sociaux et les personnes responsables des aînés écoutent ce que nous, on a à dire, entre autres les syndicats dans la santé, parce qu'on sait ce qui se passe. C'est sûr que quand ils parlent avec les entrepreneurs, avec les propriétaires, avec les gens qui sont à la direction des entreprises d'économie sociale, à part de dire, bon, le financement, on en a besoin, on ne défend pas en réalité le bien-être des personnes aînées et des travailleuses et des travailleurs de ce secteur-là. Alors, c'est pour ça qu'on aimerait beaucoup, on pousse beaucoup pour pouvoir lui parler et lui faire un portrait réel de la situation. On veut aussi lui dire qu'il faut que le réseau public se reprenne en main et accorde à la population du Québec les services dont on a droit. Quand on est rendu avec une situation comme on vit présentement au Québec et au Canada, où les personnes âgées sont de plus en plus nombreux, on doit changer notre philosophie. On doit maintenant penser que les services à domicile, ça doit faire partie de l'assurance maladie. Ça doit faire partie du plan public. Maintenant, si on n'est plus comme on était là, 50, 60, 100 ans,
Tout le visage de la société a changé en général. Les gens travaillent. C'est très difficile d'être capable de demeurer à la maison ou si on n'a pas de soutien. Alors, il faut que le gouvernement prenne ça en compte et donne les services à la population québécoise. Et effectivement, le privé, ce n'est pas la solution pour assurer à nos aînés l'accès à l'hébergement et aux services selon leurs besoins et non selon leur capacité financière de payer. Parce que le gouvernement, c'est comme ça, ça fonctionne quand on envoie ça au privé, c'est de dire, bien, ceux et celles qui peuvent se le payer, se les paieront. Les autres, bien, attendez en ligne qu'on soit capable de vous les donner. On sait ce que ça donne. On en parle depuis plusieurs années. On revendique également un meilleur financement des entreprises en économie sociale, ça c'est clair. Et on travaille en étroite collaboration et on appuie la campagne du CTC et de la FTQ, la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec, pour l'amélioration des régimes de pension publique. Parce que si c'est l'enlignement que les gouvernements veulent prendre, alors il faut s'assurer que la population soit capable, ait la capacité de payer les coûts sur lesquels elle, premièrement, d'assurer les services qu'on a besoin et la capacité de se les payer. Si le gouvernement ne veut plus prendre en charge ces services-là, il faut au moins nous donner la capacité d'être capable de se les payer. Malgré que l'objectif que nous avons, c'est de maintenir un service de qualité, des services publics pour toute la population du Québec et surtout pour les personnes âgées de 65 ans et plus, nos aînés, à qui nous devons énormément, parce que l'assurance maladie du Québec, tous nos régimes, etc., que nous avons sociaux, c'est grâce à vous, au travail que vous avez fait. Nous avons la responsabilité de s'assurer que ces programmes-là vont continuer et qu'on va être capable, nous aussi, plus tard, d'en bénéficier. Et c'est à souhaiter qu'on puisse mener la lutte ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.